Nous sommes en l'an 451 de notre ère. Le continent européen vit ses dernières convulsions en tant que colonie de la puissance romaine. Mais Rome n'est plus la Rome des Césars invincibles. Elle n'est plus la force qui avait soumis 3 continents sous son poing de fer. Elle est un cadavre qui respire encore, une ombre qui projette toujours la peur, mais qui sait, au plus profond de son âme moribonde, que sa fin est inéluctable. Ces légions sont composées d'hommes désespérés et affamés. Ces villes se vident d'habitants qui fuient vers le sud, cherchant la sécurité derrière des murs de plus en plus faibles. Son trésor est épuisé par des décennies de tribus versées à des ennemis de plus en plus voraces. Et c'est alors que le fléau de Dieu tourne son regard vers l'Occident. Les Huns ne voyagent pas en galère ni en chars de guerre ornés. Ils voyagent sur le dos de bêtes qui semblent sorties de l'enfer même. Des chevaux sauvages, rapides comme l'éclair, capables de parcourir des distances qui feraient succomber d'épuisement n'importe quel cheval domestique. Ces cavaliers ne connaissent pas la miséricorde. Ils ne savent pas ce que s'agenouiller devant un ennemi signifie. Quand ils chevauchent, les cités tombent. Quand ils apparaissent à l'horizon, l'espoir meurt dans le cœur des hommes. La Gaule est à feu et à sang. Des Pyrénées aux Rhin, des villes qui avaient connu la paix pendant des générations sont ravagées en quelques jours. Reims, le joyau de la Gaule romaine, est pillé sans pitié. Troyes succombe. Orléans se prépare à sa propre annihilation. Et avec chaque ville détruite, avec chaque colonne de fumée s'élevant vers les cieux, une seule question grandit dans l'esprit de chaque Romain. Quand cela nous atteindra-t-il? Quand Rome tombera-t-elle? Mais à Rome, dans ce palais pitoyable, où gouverne un empereur faible et incapable, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Car il existe un moment où même les ennemis mortels doivent s'unir face à l'impossible. Il existe un instant où l'orgueil doit se rendre devant la survie. Et cet instant est arrivé. Les Wisigoths, ces barbares germaniques qui n'avaient fait que piller Rome elle-même quelques années auparavant, ceux que Rome considérait comme ses ennemis irréconciliables, sont appelés à une alliance finale. Ensemble, Romains et Wisigoths, leurs profonds ressentiments et leurs haines ancestrales mis de côté, marcheront vers un champ de bataille dans les terres de ce que nous appelons aujourd'hui la France. Il s'appelait les champs catalauniques. Et sur cette plaine, le destin de la civilisation occidentale sera décidé. Non par des traités, non par la diplomatie, non par les murmures des scribes derrière des murs de pierre. Il sera décidé par le sang, par le bruit des épées s'entrechoquant contre les boucliers, par le cri d'hommes qui savent qu'il n'y aura pas de lendemain pour les vaincus. Ceci est le récit de la façon dont un empire moribond a affronté une force de la nature. Ceci est le récit de la bataille des champs catalauniques, de la façon dont Rome a gagné une bataille mais a perdu son âme, de la façon dont Attila, le fléau de Dieu, fut arrêté, mais le monde ne serait plus jamais le même. Si vous êtes passionné par les grandes batailles qui ont changé le cours de l'histoire, si vous voulez connaître l'affrontement qui a marqué la fin d'une ère, abonnez-vous maintenant. Car le sang versé aux champs catalauniques murmure encore des secrets que nous sommes sur le point de révéler. Le tonnerre des steppes est arrivé, et le monde tremble à son passage. Pour comprendre l'ampleur du cataclysme qui était sur le point de se produire, nous devons faire un pas en arrière et contempler l'échiquier sur lequel ces pièces mortelles se déplaçaient. Car la Rome qui affronta Attila n'était pas la Rome d'Auguste ou de Trajan. C'était un géant aux pieds d'argile qui se vidait lentement de son sang depuis des décennies. L'an 395 marqua un point de non-retour. À la mort de l'empereur Théodose, l'Empire romain fut officiellement divisé en 2 entités, l'Empire romain d'Occident et celui d'Orient. Cette division, qui visait à faciliter l'administration, a en réalité condamné à mort la moitié occidentale. Tandis que Constantinople prospérait, protégée par ses imposantes murailles, Rome languissait sous le poids de sa propre corruption. Imaginez un corps dont le cœur pompe de moins en moins fort, dont les membres s'engourdissent un à un. Telle était la Rome occidentale du vieux siècle. Ses frontières, autrefois impénétrables, n'étaient plus que des lignes floues
sur une carte redessinée à chaque nouvelle invasion. Ces armées, jadis formées par de fiers citoyens romains, dépendaient désormais de mercenaires barbares qui juraient des allégeances aussi éphémères que l'or qu'on leur versait, et qui gouvernaient ce corps moribond, pas les empereurs, de simples marionnettes manipulées dans les coulisses. Le véritable pouvoir reposait sur les généraux, sur les maîtres des soldats, magister militum, sur ceux qui contrôlaient la seule chose qui importait encore, les épées. Parmi ces généraux, un nom se détachait au-dessus des autres, un homme entre les mains duquel reposait désormais le destin de ce qui restait de la civilisation romaine, Flavius Aetius. Né vers l'an 390, Aetius n'était pas un patricien romain de sang pur. Il était le fils d'un général d'origine barbare, et cela marquerait son destin. Car Aetius connaissait les deux mondes, le romain et le barbare. Et plus important encore, il avait passé une partie de sa jeunesse comme otage d'honneur parmi les Huns. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui finirait par arrêter Attila avait vécu parmi eux, il avait appris leurs tactiques, il avait partagé leur pain et leur vin. Il avait dormi sous les mêmes étoiles que celui qui serait plus tard connu comme le fléau de Dieu. Hasard ou dessein divin? Les chrétiens de l'époque n'auraient aucun doute. Dieu avait envoyé Aetius précisément pour ce moment. Tandis que Rome s'écroulait, de l'autre côté de l'échiquier, une force complètement différente prenait forme. Car les Huns n'étaient pas comme les autres peuples barbares que Rome avait affrontés pendant des siècles. Ils n'étaient pas germaniques, ils ne suivaient pas les mêmes coutumes, ils n'adoraient pas les mêmes dieux, ils venaient de beaucoup plus loin. Les historiens modernes débattent encore de leur origine exacte, mais nous savons qu'ils ont émergé des profondeurs de l'Asie centrale, probablement des steppes de ce qui est aujourd'hui la Mongolie. Nomades par nature, cavaliers experts dès l'enfance, les Huns se déplaçaient comme le vent, attaquaient comme l'éclair et disparaissaient avant que leurs ennemis ne puissent organiser une défense cohérente. Qu'est-ce qui les a poussés vers l'ouest? Probablement la même force qui a mû les peuples nomades depuis le début des temps. La recherche de meilleurs pâturages, la pression d'autres tribus, la promesse de butin dans des terres plus riches. Ce qui commença comme de petites incursions se transforma en une avalanche imparable lorsque les Huns trouvèrent un chef capable d'unifier leurs tribus sous un seul étendard. Son nom original était probablement Attila ou Attile, qui dans sa langue signifiait « petit père ». L'histoire, cependant, se souviendrait de lui comme Attila, le Hun, le fléau de Dieu. Né vers l'an 395, la même année que la division définitive de l'Empire romain, Attila n'était pas destiné à gouverner seul. Avec son frère Bléda, il hérita du contrôle des tribus Huns de leur oncle Rua en 434. Mais le destin avait réservé à Attila un rôle qui n'admettait pas de partager le pouvoir. En 445, Bléda mourut dans des circonstances mystérieuses. L'histoire officielle parle d'un accident de chasse. La réalité fut probablement beaucoup plus sombre. Bléda éliminé, Attila consolida son pouvoir absolu sur toutes les tribus Huns et commença à forger ce que l'on pourrait appeler le premier empire nomade d'Europe. Un empire sans ville, sans palais de marbre, sans aqueduc ni amphithéâtre. Un empire à cheval dont la capitale se déplaçait avec les tentes de son chef. Les contemporains d'Attila nous ont laissé des descriptions contradictoires. Pour les Romains, c'était un monstre assoiffé de sang, plus bête qu'homme. Priscus de Panium, un diplomate romain qui lui rendit visite, nous offre un portrait plus nuancé. Un homme de petite taille, mais à la présence imposante, avec des yeux petits et perçants, au teint foncé et à la barbe clairsemée. Un homme simple dans ses habitudes, qui buvait dans des coupes en bois, tandis qu'il offrait à ses invités des verres d'or et d'argent. Un stratège brillant, un négociateur astucieux et, quand c'était nécessaire, un assassin implacable. En 450, l'empire d'Attila s'étendait du Rhin à l'Oural, du Danube à la Baltique. Il avait mis à sac les Balkans, humilié l'empire romain d'Orient, reçu des tribus de Constantinople. Il ne restait qu'une seule direction dans laquelle s'étendre, l'Ouest. Et que trouverait-il à l'Ouest? Une mosaïque de royaumes barbares nouvellement établis,
et derrière eux, la coquille vide de l'Empire romain d'Occident, une proie qui semblait facile. Mais l'échiquier était plus complexe qu'il n'y paraissait à première vue. En Gaule, ce que nous connaîtrions aujourd'hui comme la France, plusieurs royaumes s'étaient établis sur les ruines de l'administration romaine. Les Francs au nord, les Burgondes à l'est, les Alains dispersés dans de petites enclaves. Et au sud-ouest, dans ce qui serait aujourd'hui le sud de la France et une grande partie de l'Espagne, le puissant royaume wisigoth. Les Wisigoths, Goths de l'Ouest, avaient parcouru un long chemin depuis leur terre d'origine dans l'actuelle Suède. Poussés par les Huns, ironie du sort, ils avaient migré vers le sud, vaincu les Romains à la bataille d'Andrinople en 368, pillé Rome en 410 et s'étaient finalement établis comme fédérés de l'Empire en Aquitaine. Leur roi, Théodoric Ier, était un homme ambitieux qui jouait un double jeu. Officiellement, il était un allié de Rome, un roi client qui gouvernait au nom de l'empereur. En réalité, il se considérait comme un souverain indépendant, et ses plans d'expansion de son royaume aux dépens des Romains n'étaient limités que par la menace d'une réponse militaire. De l'autre côté de l'échiquier, les Burgondes, établis autour de Genève, étaient un autre peuple germanique qui avait trouvé un équilibre fragile en tant que fédéré de Rome. Mais contrairement aux Wisigoths, les Burgondes avaient embrassé une version hérétique du christianisme connue sous le nom d'arianisme, ce qui les plaçait en opposition théologique à l'orthodoxie romaine. Et ainsi, tandis qu'Attila contemplait la carte de ses futures conquêtes, ce qu'il voyait n'était pas un front uni, mais une mosaïque de rivalités, de haines ancestrales et d'alliances fragiles. Un scénario parfait pour la stratégie divide et impera, diviser pour régner, que les Romains avaient perfectionné et qui se retournait maintenant contre eux. Qu'est-ce qui pourrait unir ces ennemis mortels? Quelle force pourrait amener Wisigoths et Romains, Burgondes et Alains, Francs et Saxons à mettre de côté des siècles de haine mutuelle, seule une menace existentielle? Un ennemi si terrifiant qu'il ferait pâlir toute querelle antérieure. Et cette menace avait un nom, Attila. L'étincelle qui alluma la conflagration finale vint d'un lieu inattendu, l'intrigue de Palais. Honoria, sœur de l'empereur Valentinien III, était confinée à la suite d'un scandale sexuel. Désespérée d'échapper à sa prison dorée, elle envoya secrètement une bague à Attila, implorant son aide. Attila, toujours attentif à toute opportunité, interpréta cela comme une proposition de mariage et, avec elle, une revendication légitime sur la moitié de l'Empire romain d'Occident en guise de dot. C'était le prétexte parfait. En réalité, Attila avait déjà décidé d'envahir l'Occident. Les tribus de l'Empire oriental avaient diminué et de nouvelles terres à piller étaient nécessaires pour maintenir unies les différentes tribus sous son commandement. La proposition d'Honoria lui fournissait simplement une justification. Au printemps de l'an 451, la machine de guerre Hun se mit en marche. Des centaines de milliers de guerriers, les chiffres exacts sont impossibles à déterminer, mais les sources parlent d'un demi-million, sûrement une exagération, commencèrent à se déplacer vers l'ouest. Non seulement des Huns, mais aussi tous les peuples soumis, Ostrogoths, Gépides, Hérules, Ruges, Syres, une armée multinationale sous l'étendard du cheval de guerre Hun. À Rome, la nouvelle tomba comme un coup de foudre par temps clair. Valentinien III, l'empereur, était incapable d'organiser une réponse efficace. Toute la responsabilité retomba sur les épaules d'Aetius. Et Aetius comprit immédiatement que les forces romaines ne seraient pas suffisantes. S'il y avait un espoir d'arrêter la horde Hun, une coalition sans précédent serait nécessaire. Les chroniques de l'époque n'enregistrent pas les mots exacts d'Aetius, les arguments qu'il utilisa, les promesses qu'il fit. Nous ne connaissons que le résultat. Il réussit l'impossible. Wisigoths et Romains, Burgondes et Francs, Alains et Saxons, tous anciens ennemis, acceptèrent d'unir leurs forces sous un seul commandement, le sien. Pendant ce temps, la machine de guerre Hun avançait, imparable, à travers la Gaule.
Metz tomba le 7 avril, en pleine Semaine sainte, et fut complètement rasé. Reims, Cambrai, Trèves, Cologne, la liste des villes pillées grandissait de jour en jour. La terreur se propageait plus vite que les cavaliers Huns eux-mêmes. Orléans, stratégiquement située sur la Loire, serait le prochain objectif. Si elle tombait, toute la Gaule centrale serait exposée. Sanjiban, roi des Alains établi dans la région, envisagea de changer de camp et de livrer la ville à Attila. Seule l'intervention rapide d'Aetius, qui plaça les troupes alanes entre des unités romaines et wisigothes pour prévenir leur défection, empêcha la trahison. Le siège d'Orléans commença en juin. La ville résista héroïquement, attendant un secours qui semblait ne jamais arriver. Mais Aetius était en route, rassemblant ses alliés disparates au fur et à mesure de son avancée. Et ainsi, lorsque les murailles d'Orléans étaient sur le point de céder, l'armée de la dernière coalition romaine apparut à l'horizon. Attila, toujours pragmatique, leva le siège, non par peur, mais par stratégie. Le terrain autour d'Orléans, avec ses rivières et ses forêts, ne favorisait pas sa cavalerie. Il avait besoin d'un champ ouvert pour déployer sa force principale. Et ainsi, le fléau de Dieu commença une retraite contrôlée vers l'est, cherchant le terrain idéal pour la bataille qui déciderait du destin de l'Europe. Aetius et ses alliés le suivirent prudemment, maintenant la pression, mais évitant une confrontation prématurée. C'était un jeu d'échecs mortel où chaque mouvement pouvait signifier victoire ou anéantissement. Et alors, à la mi-juin de l'an 451, les deux armées arrivèrent en un lieu que les Romains appelaient Campi Catalaunici et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Champ Catalonique, près de l'actuelle ville de Châlons-en-Champagne, en France. C'était une vaste plaine, idéale pour la cavalerie, le terrain parfait pour la bataille qu'Attila recherchait. Et là, sous le soleil de l'été gaulois, se déploieraient les deux plus grandes armées que l'Europe occidentale avait vues depuis des siècles. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressentirait d'être là, à la veille d'une bataille que tous savaient resterait gravée dans les mémoires pour des millénaires? Que pensaient ces soldats, romains et barbares, unis par le désespoir, tandis qu'ils observaient la mer interminable de Tente Huns de l'autre côté de la plaine? L'avenir d'un continent entier ne tenait qu'à un fil, et ce fil était sur le point d'être coupé. Pour comprendre le cataclysme qui menaçait la civilisation occidentale, nous devons d'abord comprendre l'homme qui l'a provoqué. Car Attila n'est pas né le fléau de Dieu, il l'est devenu. Les steppes eurasiatiques ont toujours été le berceau de peuples nomades, durs comme le climat qu'ils supportaient, imprévisibles comme le vent qui fouettait leurs tentes. Huns, Mongols, Turcs, vagues successives de cavaliers qui semblaient surgir de nulle part pour terroriser les civilisations sédentaires. Mais même parmi ces peuples guerriers, les Huns se distinguaient par leur férocité, par leur maîtrise absolue de l'arc composite et par leur symbiose quasi surnaturelle avec leur monture. Un enfant Hun apprenait à monter avant de marcher. À 3 ans, il maniait déjà un petit arc. À 7 ans, il pouvait tirer avec une précision mortelle depuis un cheval au galop. À 12 ans, il avait participé à sa première bataille. À 15 ans, il avait tué son premier homme. Telle était l'école de guerre dans laquelle Attila s'était formé. Né vers l'an 395, Attila était le neveu de Rugila, également appelé Rua, le chef qui avait commencé à unifier les tribus hunes dispersées sous un seul commandement. Durant sa jeunesse, Attila eut un contact précoce avec la civilisation romaine. Nous savons qu'il parlait latin, qu'il connaissait les coutumes impériales, qu'il comprenait la politique byzantine mieux que beaucoup de ses propres sénateurs. Cette connaissance de l'ennemi serait l'une de ses armes les plus puissantes. À la mort de Rugila en 434, le commandement passa conjointement à ses neveux, Attila et Bleda. C'était une diarchie, un gouvernement partagé entre frères qui, étonnamment, fonctionna pendant près d'une décennie. Ensemble, ils étendirent le contrôle hun sur de nombreuses tribus germaniques de l'Europe de l'Est, Ostrogoths, Gépides, Hérules. Des peuples entiers furent soumis, incorporés comme vassaux à l'empire croissant des steppes.
Mais deux aigles ne partagent pas le même nid indéfiniment. En 445, Bléda mourut. Les chroniques officielles mentionnent un accident de chasse. De nombreux historiens soupçonnent un fratricide. Quoi qu'il en soit, Attila émergea comme l'unique seigneur des Huns, et son règne de terreur s'intensifia. Quel genre de chef était Attila? Les récits occidentaux, chargés de préjugés et de peur, le dépeignent comme une bête assoiffée de sang. Mais le témoignage de Priscus de Panium, diplomate byzantin qui visita son campement, nous montre un homme complexe, austère dans ses habitudes personnelles malgré les richesses qu'il accumulait, capable d'une cruauté extrême et pourtant généreux avec ses alliés, un stratège brillant, un négociateur astucieux, un souverain qui savait maintenir unis des peuples disparates par la peur, le respect et, surtout, les promesses de butin. Physiquement, Attila n'était pas le géant que la légende construirait plus tard. De taille moyenne ou petite, comme la plupart des Huns, son pouvoir ne résidait pas dans sa force physique, mais dans son regard perçant, son intelligence aiguisée et sa capacité à inspirer la terreur ou la loyauté selon les besoins. Comme tous les Huns, Attila portait des cicatrices rituelles sur le corps. Dès l'enfance, les enfants Huns étaient soumis à des coupures sur le visage, non seulement comme rite d'initiation, mais aussi pour empêcher la croissance de la barbe et maintenir l'aspect imberbe que les Huns considéraient comme propre aux guerriers. Ces cicatrices, ainsi que la déformation crânienne, les Huns bandèrent la tête des nouveau-nés pour l'allonger, un trait considéré comme noble, donnaient aux chefs Huns un aspect que les Romains trouvaient à la fois fascinant et répugnant. Mais la véritable révolution qu'Attila apporta au monde Hun ne fut pas physique, mais organisationnelle. Il transforma ce qui était essentiellement une confédération lâche de tribus en un empire centralisé sous son autorité suprême. Il créa ce que nous pourrions appeler le premier État nomade eurasiatique, avec des structures permanentes de pouvoir. Comment a-t-il réussi cette transformation? Grâce à trois piliers fondamentaux. Premièrement, par la terreur. Attila n'hésitait pas à éliminer tout chef tribal qui défiait son autorité. Les exécutions étaient publiques, souvent précédées de tortures conçues pour maximiser la souffrance et servir d'exemple. Les crânes des chefs rebelles ornaient sa tente, un rappel constant du prix de la trahison. Deuxièmement, par la redistribution du butin. Attila comprenait que la loyauté des guerriers nomades était assurée par la générosité du chef. Chaque campagne réussie signifiait des richesses pour tous, du guerrier le plus humble au noble le plus élevé. L'or byzantin, arraché comme tribut à l'Empire oriental, s'écoulait de la tente d'Attila vers tous les recoins de son vaste domaine. Et troisièmement, par une diplomatie habile basée sur le principe de diviser pour régner. Attila jouait magistralement avec les rivalités entre les puissances établies. Il opposait Constantinople à Rome, les Wisigoths aux Vandales, les Francs aux Burgondes, cherchant toujours son propre bénéfice dans la faiblesse d'autrui. Les premières années du règne solitaire d'Attila se concentrèrent sur l'Est. Entre 445 et 447, il lança des campagnes dévastatrices contre l'Empire romain d'Orient. Pénétrant profondément dans les Balkans, ces hordes ravagèrent plus de 70 villes. Constantinople elle-même trembla, protégée uniquement par ses murailles inexpugnables. L'empereur Théodose II fut contraint de signer l'humiliant traité d'Anatolius, par lequel il s'engageait à payer un tribut annuel de 2100 livres d'or, une somme astronomique pour l'époque, et à céder une bande de territoire au sud du Danube. Mais même ce tribut colossal s'avéra insuffisant. En 447, Attila attaqua à nouveau. Cette fois, un tremblement de terre qui endommagea les murailles de Constantinople faillit livrer la ville à ses mains. Seules des réparations désespérées, travaillant jour et nuit, sauvèrent la capitale orientale. De nouveau, le prix de la paix fut exorbitant. Le tribut fut doublé. En 450, l'empire d'Attila s'étendait du Rhin à la mer Caspienne, du Danube à la Baltique. C'était, sans aucun doute, l'entité politique la plus puissante d'Europe, une superpuissance nomade qui faisait trembler aussi bien Constantinople que Rome.
Ce fut alors que deux événements changèrent le cours de l'histoire. Premièrement, la mort de Théodose II et l'ascension au trône oriental de Marcien, un empereur plus décidé qui refusa de continuer à payer le tribut annuel. « J'ai de l'or pour mes amis », dit-il à l'ambassadeur d'Attila, « et du fer pour mes ennemis ». Deuxièmement, l'incident d'Honoria, la sœur de l'empereur occidental Valentinien III, qui, confinée pour un scandale sexuel, envoya secrètement sa bague à Attila, demandant de l'aide. Le Hun interpréta cela comme une proposition de mariage et, avec elle, une revendication sur la moitié de l'Empire occidental en guise de dot. Privé de l'or oriental et avec un prétexte pour la guerre occidentale, Attila prit sa décision. Au printemps 451, l'immense armée Hun commença à se déplacer vers l'ouest. Mais il n'y allait pas seul. C'est là que nous voyons le génie politique d'Attila à son apogée. Car son armée n'était pas simplement une horde de Huns, mais une coalition multinationale habilement construite. À ses côtés marchaient des Ostrogoths, dirigés par les frères Valamir, Tiudimir et Vidimir, d'anciens ennemis maintenant convertis en alliés craintifs. Les Gépides sous le roi Ardaric, les Ruges, les Syres, les Hérules, une liste interminable de peuples qui préféraient combattre pour Attila que contre lui. Combien de guerriers composaient cette armée apocalyptique? Les sources antiques parlent d'un demi-million, clairement une exagération. Les historiens modernes estiment entre 50 000 et 100 000 hommes, dont un tiers seulement étaient peut-être des Huns proprement dit. Mais même avec ces chiffres plus modestes, c'était la plus grande armée que l'Europe occidentale avait vue depuis les légions des grands empereurs romains. La stratégie d'Attila pour l'invasion de la Gaule révèle sa profonde compréhension de la géopolitique européenne. Il n'attaqua pas directement le cœur de l'Italie, où les défenses romaines étaient plus concentrées. Au lieu de cela, il choisit la Gaule, un territoire immense où coexistaient divers peuples aux allégeances divisées. Son plan était double: conquérir ou soumettre les royaumes germaniques établis en Gaule, incorporant leurs forces à son armée et seulement après marcher sur l'Italie. Les Wisigoths du roi Théodoric Ier étaient particulièrement importants dans ses calculs. Attila savait que les Wisigoths et les Romains entretenaient une alliance inconfortable, minée par la méfiance mutuelle. S'il réussissait à maintenir les Wisigoths neutres, ou mieux encore, à ce qu'ils le rejoignent, la victoire serait presque assurée. Avec cette stratégie en tête, Attila lança une brillante campagne de propagande et de diplomatie. Il envoya des émissaires à Théodoric, lui rappelant les griefs subis aux mains des Romains et lui promettant des territoires supplémentaires en récompense de sa neutralité. Simultanément, il envoya des messagers à Valentinien III, assurant que son objectif n'était pas Rome, mais de punir les Wisigoths, ennemis traditionnels de l'Empire. C'était un jeu de maître de manipulation, conçu pour maintenir ses adversaires potentiels divisés pendant qu'il avançait, imparable. La traversée du Rhin, au printemps 451, marqua le début de l'invasion. Les premières villes à tomber furent celles de Germanie: Mayence, Mainz, Augusta Treverorum, Trèves, Colonia Agrippina, Cologne. L'une après l'autre, les anciennes forteresses romaines succombèrent à l'avancée Hun. La tactique de siège d'Attila était aussi simple qu'efficace. Contrairement aux Romains, les Huns ne disposaient pas de machines de siège complexes, comme des catapultes ou des tours d'assaut. Au lieu de cela, ils utilisaient leur ressource la plus abondante, la main-d'œuvre. Des milliers de captifs étaient contraints de combler les fossés défensifs avec de la terre, du bois ou même leurs propres cadavres s'ils résistaient. D'autres étaient forcés d'escalader les murailles par vagues suicidaires, épuisant les défenseurs. Lorsque les défenses cédaient, finalement, le massacre était total. Attila comprenait la valeur de la terreur comme arme psychologique. Le schéma se répétait ville après ville. Celles qui se rendaient immédiatement étaient pillées, mais préservées. Celles qui résistaient étaient rasées jusqu'aux fondations, leurs habitants massacrés ou réduits en esclavage. Bientôt, la simple rumeur de l'approche des Huns suffisait pour que des villes entières soient abandonnées par leur population.
Après avoir dévasté la région du Rhin, Attila dirigea ses hordes vers le cœur de la Gaule. La ville de Metz tomba le 7 avril, en pleine Semaine sainte. Le massacre fut si complet que, selon l'évêque Grégoire de Tours, seuls restèrent debout la chapelle de Saint-Étienne et l'oratoire du martyr. Reims, Trèves, Tournai, Arras, Amiens, la liste des villes pillées grandissait de jour en jour, traçant un chemin de destruction à travers ce qui serait aujourd'hui la France. Mais toute la stratégie d'Attila n'était pas que force brute. Au fur et à mesure qu'il avançait, il consolidait des alliances avec des chefs locaux disposés à se soumettre. Particulièrement important fut le soutien de certains chefs francs qui virent dans l'invasion une opportunité de régler leurs comptes avec des rivaux locaux. Cependant, le coup de maître qu'Attila attendait, la neutralité des Wisigoths, ne se matérialisa pas. Et cela fut dû à l'intervention d'un seul homme, Flavius Aetius, le dernier grand général de Rome. Aetius comprit dès le premier instant que le seul espoir d'arrêter Attila résidait dans une alliance sans précédent. Dans un effort diplomatique extraordinaire, il réussit ce qui semblait impossible: unir sous son commandement Romains, Wisigoths, Burgondes, Francs, Alains et Saxons. Anciens ennemis mortels, maintenant unis par la peur d'un ennemi commun. Cette coalition improvisée avança vers le nord pour intercepter Attila, qui en juin avait mis le siège devant Aurelianum, Orléans. La ville résistait héroïquement, dirigée par son évêque Annien, qui avait précédemment voyagé à Arles pour supplier Aetius de l'aider. Lorsque les murailles d'Orléans étaient sur le point de céder, l'armée de la coalition apparut à l'horizon. Attila, toujours pragmatique, leva le siège. Non par peur, mais par stratégie. Il avait besoin d'un terrain plus favorable pour la bataille décisive qu'il savait inévitable. C'est ainsi que commença ce que les stratèges militaires appellent une retraite tactique. Attila se replia vers l'est, cherchant les plaines de Champagne où son avantage en mobilité serait maximal. Aetius, tout aussi prudent, suivit les Huns, maintenant la pression mais évitant un affrontement prématuré. Ce jeu mortel de poursuite stratégique, avec des escarmouches quotidiennes entre les unités de reconnaissance des deux camps, culmina à la mi-juin. Les deux armées arrivèrent sur une vaste plaine connue sous le nom de Champ Catalonique, près de l'actuel Châlons-en-Champagne. C'était le scénario parfait pour la bataille qui déciderait du destin de l'Europe occidentale. Un champ ouvert où des centaines de milliers d'hommes s'affronteraient dans l'un des conflits les plus sanglants que le continent ait vu. La nuit, avant la bataille, comme le raconte Jordanès dans sa Gétique, Attila consulta ses devins. La lecture des entrailles d'animaux, la ruspicine, une ancienne forme de divination, prédit la défaite une et la mort d'un grand chef ennemi. Pour la première fois de sa vie, le fléau de Dieu sentit le froid souffle de la peur sur sa nuque. L'aube du jour suivant apporterait la mort à des dizaines de milliers et changerait à jamais le visage de l'Europe. Tandis qu'Attila forgeait son empire dans les steppes, Rome languissait dans une agonie qui semblait ne jamais finir. Ce qui fut autrefois la puissance la plus formidable du monde connu était devenu une coquille vide, une ombre de son ancienne splendeur. L'empereur Valentinien III, qui occupait le trône occidental depuis l'an 425, n'était guère plus qu'une marionnette. Couronné à l'âge de 6 ans, il avait grandi dans un palais où les intrigues de la cour remplaçaient l'éducation à l'art de gouverner. À 30 ans, lorsque la menace une planait sur son empire, c'était un homme faible, superstitieux et manipulable, plus préoccupé par ses plaisirs personnels que par la survie de Rome. Le véritable pouvoir résidait entre les mains des généraux, en particulier de Flavius Aetius, que certains historiens ont appelé le dernier des Romains. Et Aetius représentait un paradoxe fascinant. Un homme d'origine partiellement barbare qui était devenu le dernier défenseur de la romanité. Né vers l'an 390, fils d'un haut officier militaire et d'une mère noble italienne, Aetius avait passé une partie de sa jeunesse comme otage d'honneur, d'abord chez les Wisigoths, puis chez les Huns. Cette période d'otage, une pratique courante pour sceller des alliances, n'impliquait pas de mauvais traitements,
mais était plutôt un échange culturel. Aetius apprit les langues, les coutumes et, le plus important, les tactiques militaires de ces peuples. Chez les Huns, il a probablement connu le jeune Attila, deux futurs adversaires, partageant peut-être la même tente, buvant à la même outre de koumis, lait de jument fermenté, écoutant les mêmes histoires autour du feu nocturne. Le destin a parfois un sens de l'humour macabre. À son retour en territoire romain, Aetius grimpa rapidement dans la hiérarchie militaire grâce à sa brillance tactique et à son habileté politique. En 433, il détenait le titre de Magister Militum, maître des soldats, le commandant suprême des forces armées occidentales. Il était, en pratique, l'homme le plus puissant d'Occident. Durant les 2 décennies suivantes, Aetius maintint uni ce qui restait de l'Empire grâce à une combinaison de diplomatie astucieuse, d'alliances changeantes et de victoires militaires décisives. Il vainquit les Burgondes en 436, contint les Francs, neutralisa les Jutunges qui menaçaient l'Arétie et établit une paix fragile avec les Wisigoths. Mais ces victoires eurent un prix. L'armée qu'Aetius commandait n'était plus la légion romaine d'antan. Les cohortes disciplinées de citoyens soldats avaient été remplacées par des mercenaires barbares, des foederati, alliés à la loyauté douteuse et un petit noyau d'unité professionnelle. Ironiquement, beaucoup de ces meilleurs guerriers étaient des Huns, engagés avant qu'Attila n'unifie les tribus sous son commandement. En 450, l'Empire occidental n'était guère plus que l'Italie, des parties de la Gaule et un contrôle nominal sur l'Hispanie. La Bretagne avait été perdue des décennies auparavant. L'Afrique, le grenier de l'Empire, était tombée aux mains des Vandales de Genséric. Les provinces danubiennes étaient dévastées. Le commerce s'était réduit à une fraction de son volume antérieur. Les villes se dépeuplaient, tandis que leurs habitants fuyaient vers la campagne à la recherche de sécurité. Et le plus grave, le trésor impérial était vide. Les réformes fiscales de Dioclétien et Constantin, conçues pour maintenir une armée permanente massive, avaient fini par étouffer l'économie qu'elles étaient censées protéger. Les curiales, la classe moyenne urbaine responsable de la perception des impôts, étaient ruinés. Les propriétaires terriens éludaient leurs obligations par des pots de vin ou des menaces. Les provinces les plus productives avaient été perdues. Dans ce contexte, les nouvelles de l'avancée d'Attila vers l'ouest parvinrent à Rome. Valentinien III paniqua. Sa sœur Honoria, confinée à la suite d'un scandale sexuel avec son majordome, avait envoyé secrètement sa bague à Attila pour lui demander de l'aide. Le Hun, voyant l'opportunité parfaite, interpréta cela comme une proposition de mariage et revendiqua la moitié de l'Empire occidental en dot. Valentinien nia avec fureur toute validité à cette revendication, mais le prétexte était déjà créé. Attila marchait vers la Gaule, et Rome n'avait pas les ressources pour l'arrêter. Tout l'espoir reposait sur Aetius, le général invaincu. Mais même lui savait que les forces romaines disponibles étaient insuffisantes. La seule possibilité résidait dans une coalition avec les peuples germaniques installés en Gaule, en particulier les puissants Wisigoths. C'est là que le génie diplomatique d'Aetius brilla le plus fort, car réussir à faire combattre ensemble Wisigoths et Romains était comme essayer de mélanger l'eau et l'huile. À peine 40 ans plus tôt, les Wisigoths d'Alaric avaient pillé Rome. La méfiance mutuelle était absolue. Le roi wisigoth Théodoric Ier était un souverain astucieux qui jouait sur les 2 tableaux. Il reconnaissait officiellement la souveraineté romaine, mais agissait en pratique comme un monarque indépendant, étendant constamment ses territoires aux dépens de l'Empire. Pour lui, l'invasion une représentait à la fois une menace existentielle et une opportunité de renégocier sa position face à Rome. Les chroniques n'enregistrent pas les arguments exacts qu'Aetius utilisa pour convaincre Théodoric. Il a probablement fait appel à la peur autant qu'à l'ambition. Si Attila gagnait, aucun royaume germanique ne survivrait longtemps de manière indépendante. S'ils le battaient ensemble, la gratitude romaine se traduirait par des concessions territoriales. Le résultat fut un miracle diplomatique. Pour la première fois depuis des générations, Wisigoths et Romains marcheraient ensemble sous un commandement unifié.
Il serait rejoint par les Francs, les Burgondes, les Alains et les Saxons, anciens ennemis mortels, maintenant frères d'armes contre la menace commune. Tandis que cette improbable coalition se formait, Attila avançait implacablement à travers la Gaule. Au moment où l'armée alliée fut prête, les Huns avaient déjà dévasté des dizaines de villes et assiégeaient Orléans. Le destin de l'Occident ne tenait qu'à un fil, et ce fil était la capacité d'Aetius à maintenir unie une alliance impossible face à la terreur qu'inspirait le nom d'Attila. Le printemps de l'an 451 apporta avec lui le bruit des sabots traversant le Rhin. La redoutée invasion hun avait commencé. L'armée qu'Attila menait vers le cœur de la Gaule était une entité multiculturelle sans précédent. En son noyau se trouvaient les Huns, archers à cheval, sans rivaux, capables de tirer avec une précision mortelle lors d'une charge au grand galop. Mais ceux-ci ne représentaient peut-être qu'un tiers de la force totale. À leur côté marchaient des Ostrogoths, sous les frères Valamir, Tudimir et Vidimir, des Gépides dirigés par le roi Ardaric, des Ruges, des Syres, des Hérules, des Thuringiens, un catalogue complet de peuples germaniques et scythes, unis par la peur ou l'ambition sous l'étendard Hun. Les chiffres exacts sont impossibles à déterminer. Les sources parlent de multitudes innombrables et de essaims de barbares qui obscurcissaient le soleil. Les historiens modernes estiment entre 50 000 et 100 000 guerriers, une force déjà colossale pour l'époque. La stratégie d'Attila était brillante dans sa simplicité. Au lieu de se diriger directement vers l'Italie, le cœur de l'Empire occidental, il choisit d'attaquer la Gaule, où il pouvait affaiblir Rome en détruisant ses provinces les plus riches, tout en ralliant de nouveaux alliés à sa cause. Il espérait surtout que les Wisigoths de Théodoric Ier resteraient neutres, laissant les Romains seuls pour leur défense. L'avancée hun suivait un schéma dévastateur. Les villes du Rhin furent les premières à tomber. Mayence, Mainz, Augusta Treverorum, Trèves, Colonia Agrippina, Cologne, des centres urbains qui avaient prospéré pendant des siècles sous la Pax Romana, furent réduits en cendres en quelques jours. Les méthodes d'Attila combinaient terreur calculée et pragmatisme. Les villes qui se rendaient immédiatement étaient pillées mais physiquement préservées, leurs habitants réduits en esclavage mais maintenus en vie comme main-d'œuvre. Celles qui résistaient subissaient une destruction totale. Le 7 avril 451, mercredi saint dans le calendrier chrétien, la ville de Metz connut le destin le plus terrible. Après 7 jours de siège, les Huns pénétrèrent dans la ville. Ce qui s'ensuivit fut un massacre sans précédent. L'évêque Grégoire de Tours écrirait plus tard que « la ville fut livrée aux flammes et à l'épée, et le sang des habitants coula dans les rues comme une rivière. Seuls 2 bâtiments restèrent debout. La chapelle de Saint-Étienne, miraculeusement préservée selon la légende, et un petit oratoire. Après Metz, l'invasion continua implacablement vers l'ouest. Reims, l'ancienne capitale de la Gaule belgique, tomba malgré la résistance organisée par son évêque Nicaise, qui fut décapité alors qu'il récitait des psaumes devant l'autel de sa cathédrale. Tournai, Arras, Cambrai, Beauvais, Amiens, la liste des villes dévastées grandissait de jour en jour. La terreur précédait les Huns comme une vague. Des populations entières abandonnèrent leurs foyers à la simple rumeur de leur approche. Beaucoup fuyaient vers le sud, engorgeant les routes, bondant des villes qui n'étaient pas préparées à un tel afflux. D'autres cherchaient refuge dans les forêts et les montagnes, préférant affronter les loups plutôt que les Huns. La seule résistance organisée provenait des milices urbaines, des restes dispersés d'unités romaines et des contingents locaux dirigés par des nobles gallo-romains. Mais ces forces, mal équipées et encore moins entraînées, étaient systématiquement écrasées par la machine de guerre hun. En juin, Attila avait atteint la Loire, l'ancienne frontière naturelle qui séparait la Gaule du Nord, plus romanisée, de l'Aquitaine, dominée par les Wisigoths. C'est là, devant la ville stratégique d'Aurelianum, Orléans, que se produirait le premier revers de son avancée apparemment imparable. Orléans, situé à un endroit où la Loire était guéable,
contrôlait l'accès au cœur de la Gaule. Son évêque, Annien, Saint Annien, avait anticipé la menace et fortifié la ville. Plus importante encore, il s'était rendu personnellement à Arles pour supplier Aetius de l'aider. Le siège commença début juin. Les Huns, comme toujours, manquaient de machines de siège sophistiquées, mais compensaient ce manque par la brutalité et le nombre. Des milliers de captifs étaient contraints de combler les fossés défensifs et de construire des rampes contre les murailles, souvent sous une pluie de flèches des défenseurs. D'autres étaient forcés d'avancer en première ligne, servant de boucliers humains pour les archers huns. Jour après jour, les défenses s'affaiblissaient. La nourriture se faisait rare. L'eau commençait à être contaminée. L'espoir s'évanouissait. Selon la tradition, lorsque la situation semblait perdue, l'évêque Annien ordonna à une sentinelle de monter au point le plus élevé de la ville pour observer l'horizon. « Que vois-tu » demanda-t-il. « Rien » fut la réponse. Quelques heures plus tard, il répéta la question. « Rien, juste la poussière du chemin » répondit la sentinelle. À la troisième tentative, la sentinelle s'exclama. « Je vois un petit nuage à l'horizon. »« C'est l'aide de Dieu » répondit Annien. Ce que la sentinelle avait vu était l'avant-garde de l'armée d'Aetius. Le général romain, faisant une fois de plus preuve de son génie diplomatique et militaire, avait réussi à rassembler la coalition la plus improbable de l'histoire. Romains et Wisigoths, Burgondes et Francs, Alains et Saxons, anciens ennemis maintenant unis contre la menace commune. Lorsque cette armée apparut à l'horizon, Attila prit la décision de lever le siège. Non par peur, mais par calcul stratégique. Le terrain autour d'Orléans, avec ses rivières, ses forêts et ses collines, ne favorisait pas sa cavalerie. Il avait besoin d'un champ ouvert pour la bataille décisive qu'il savait inévitable. C'est ainsi que commença ce que les stratégistes militaires appellent une retraite tactique. Attila se replia vers l'est, cherchant les plaines de Champagne, où son avantage en mobilité serait maximum. Aetius, également prudent, suivit les Huns, maintenant la pression mais évitant un affrontement prématuré. Ce jeu mortel de poursuite stratégique, avec des escarmouches quotidiennes entre les unités de reconnaissance des deux camps, culmina à la mi-juin. Les deux armées arrivèrent sur une vaste plaine près de l'actuelle ville de Châlons-en-Champagne, en un lieu que les chroniques appelleraient Campi Catalaunici. C'était le scénario parfait pour la bataille qui déciderait du destin de l'Europe occidentale. Un champ ouvert où des centaines de milliers d'hommes s'affronteraient dans l'un des conflits les plus sanglants que le continent ait vu. La nuit précédente, les feux de camp des deux armées illuminaient l'horizon comme des étoiles tombées. Sous le manteau de l'obscurité, les espions des deux camps tentaient d'estimer la taille de l'ennemi, de localiser ses points forts et faibles, d'identifier la position de ses chefs. Pendant ce temps, dans les tentes principales, Attila et Aetius finalisaient leur plan. Deux hommes qui avaient autrefois partagé le pain et le sel, se préparant maintenant à s'exterminer mutuellement. Deux visions opposées du monde, sur le point d'être résolues dans la langue universelle de la violence organisée. À l'aube suivante, le destin de la civilisation occidentale se déciderait au champ catalonique. L'aube du 20 juin de l'an 451 trouva deux armées colossales se contemplant à travers la plaine catalaunique. La nuit précédente avait été faite de préparatifs fébriles, de prières murmurées, d'armes aiguisées sous la lumière vacillante des torches. Maintenant, sous la première lumière du jour, chaque homme faisait face à la possibilité réelle de sa propre mort. Aetius avait disposé ses forces avec une précision magistrale. Au centre, il plaça les Alains, considérés comme les moins fiables de ses alliés. C'était un piège psychologique. Si les Alains cédaient sous la pression, comme Aetius l'anticipait, il créerait un entonnoir qui attirerait la cavalerie une vers une impasse. À gauche, il situa les légions romaines, peu nombreuses mais disciplinées, ainsi que des contingents de fédérés francs et saxons. À droite, occupant une série de collines qui offraient un avantage tactique, il déploya le gros de l'armée wisigoth sous le commandement personnel du roi Théodoric Ier. Face à eux, Attila avait organisé ses propres forces
avec une astuce égale. Au centre, protégé par une barrière de chariots et de tentes démontées, se situait le noyau des guerriers Huns, y compris sa garde personnelle d'élite. À droite, il avait placé les Ostrogoths, dirigés par les trois frères royaux. À gauche, les Gépides et d'autres tribus soumises. Cette disposition garantissait que les Huns purs affronteraient les Alains, considérés comme le maillon le plus faible de la coalition romaine, tandis que les tribus germaniques soumises par Attila combattraient leurs cousins wisigoths, ajoutant un élément de rivalité tribale au combat. Les estimations sur la taille des deux armées varient énormément. Les sources antiques parlent de centaines de milliers, clairement exagérées. Les historiens modernes calculent entre 30 000 et 50 000 hommes de chaque côté, des chiffres déjà extraordinaires pour l'époque. Avant que les armées ne se lancent au combat, leurs chefs prononcèrent les harangues traditionnelles. Les mots exacts se sont perdus dans le temps, mais nous pouvons l'imaginer leur essence à partir de ce que nous savons de ces hommes. Attila a probablement fait appel à la soif de butin et à la confiance dans la victoire, rappelant à ses guerriers qu'ils n'avaient jamais été vaincus sous sa direction. « Regardez ces Romains dégénérés !» se serait-il exclamé. « Contemplez ces Wisigoths lâches qui tremblent devant nous. Le monde nous appartient par droit de conquête. Les richesses de la Gaule seront vôtres avant que le soleil ne se couche. » Aetius, de son côté, aurait souligné l'enjeu. Ce n'était pas une bataille de plus pour le territoire ou le tribut, mais pour la survie même de la civilisation. Derrière nous se trouvent nos familles, nos villes, nos temples. Si nous tombons aujourd'hui, tout ce que nous connaissons et aimons périra avec nous. Nous ne nous battons pas seulement pour Rome ou pour les Wisigoths, mais pour l'avenir même de nos enfants. Le roi Théodoric, âgé mais toujours imposant, se serait adressé à ces Wisigoths en leur rappelant leur glorieuse histoire. Nous qui avons autrefois pillé Rome même, nous ne plierons pas devant ces sauvages des steppes. Pour nos familles à Toulouse, pour notre royaume d'Aquitaine, pour l'honneur des Wisigoths, nous ferons aujourd'hui en sorte que la terre soit trempée de sang un. Aux premières lueurs, commença une série de rituels et de présages qui ajouteraient une couche surnaturelle au carnage imminent. Dans le camp Hun, les chamans sacrifièrent des chevaux blancs et examinèrent leurs entrailles palpitantes, cherchant des signes de la volonté de Tangri, le dieu du ciel bleu éternel. Ce qu'ils virent ne fut pas encourageant. Selon Jordanès, les devins prédirent qu'un grand chef du camp ennemi tomberait, mais que l'armée d'Attila subirait de lourdes pertes. Certains interprétèrent cela comme une victoire à la Pyrrhus, d'autres comme une défaite voilée. Du côté romano-wisigoth, des évêques chrétiens célébrèrent des messes de campagne, bénissant les étendards et les armes. Les Wisigoths, bien qu'ariens, adeptes d'une version du christianisme considérée comme hérétique par Rome, partagèrent ces rituels avec leurs alliés catholiques. La menace Hun avait temporairement effacé même les différences théologiques. Parmi les troupes, les guerriers effectuaient leurs préparatifs personnels. Les Romains vérifiaient l'intégrité de leur lorica, ajustaient les sangles de leurs boucliers courbes, s'assuraient que leur gladius glissait facilement de leur fourreau. Les Wisigoths tressaient leurs longues chevelures blondes pour qu'elles ne gênent pas au combat, peignaient leurs boucliers avec des symboles tribaux, embrassaient des amulettes familiales. Les Huns tendaient les cordes de leurs arcs composites, fixaient les carquois à leur monture, aiguisaient leurs sabres courbes. Chaque culture avec ses propres traditions martiales, mais toutes unies par le même rituel primordial de préparation à affronter la mort. Un détail particulièrement notable fut la tenue choisie par Théodoric pour la bataille. Malgré ses plus de 60 ans, le roi Wisigoth se présenta avec l'armure complète qu'il avait portée dans sa jeunesse lorsqu'il mena son peuple des brumes du Nord aux terres ensoleillées d'Aquitaine. Un manteau pourpre, symbole de royauté, tombait sur ses épaules. Son fils cadet, Torismund, à ses côtés, portait la hache cérémonielle à 2 tranchants qui symbolisait le pouvoir royal wisigoth. Attila, en revanche, choisit la simplicité. Les chroniques le décrivent portant une simple tunique de cuir noir sans ornement,
montant son célèbre étalon noir. Son seul insigne était un collier d'or avec le symbole du cheval ailé, emblème de son autorité. Cette austérité, au milieu de chefs Huns parés du butin de 100 pillages, faisait partie de la mystique qu'Attila cultivait. Il n'avait pas besoin de bijoux ni d'armures ornées pour être reconnu comme le fléau de Dieu. Aetius, comme il convenait à son rang, portait l'armure complète d'un général romain. L'aurica segmentata polie jusqu'à briller comme de l'argent. Cape rouge attachée par une broche en or, casque avec panache transversale de crin teinté de rouge. Mais sous cette apparence traditionnelle, ses tactiques seraient tout sauf orthodoxes. En milieu de matinée, les lignes de bataille étaient complètement formées. Entre les deux armées restait une bande de terrain légèrement surélevée. Une douce colline qui allait bientôt devenir l'objectif initial des deux camps. Celui qui contrôlerait cette hauteur aurait un avantage tactique petit, mais significatif. Et ce fut précisément pour ce terrain élevé que commença la plus grande bataille que l'Europe occidentale ait connue depuis des siècles. Non par une charge massive de cavalerie comme certains l'attendaient, mais par un mouvement préventif d'infanterie légère, des escarmoucheurs envoyés par les deux camps pour sécuriser la position. Pendant que ces premiers combattants s'affrontaient pour le contrôle de la colline, derrière eux, les armées principales avançaient lentement, comme deux marées inexorables sur le point d'entrer en collision. Le soleil atteignait son zénith. La bataille des champs cataloniques était sur le point de commencer sérieusement. La bataille commença par le choc des escarmoucheurs sur la colline centrale. Ce qui commença comme un affrontement limité entre unités avancées se transforma rapidement en un tourbillon de violence qui allait entraîner les deux armées dans leur totalité. Attila, impatient de s'assurer l'avantage initial, ordonna à ses Ostrogoths de charger sur le flanc droit. Des centaines de cavaliers galopèrent vers les positions wisigothes sur les collines, soulevant un nuage de poussière qui obscurcit momentanément le soleil. Théodoric répondit immédiatement, lançant ses guerriers wisigothes dans la pente avec un cri de guerre qui résonna à travers la plaine. L'impact entre ces deux forces germaniques, Ostrogoths et Wisigoths, peuples aux origines communes mais au destin divergent, fut comme le choc de deux océans. Les boucliers volèrent en éclats, les lances se brisèrent, hommes et chevaux tombèrent entrelacés en monticules agonisants. La terre trembla sous le poids de cette collision primordiale. Pendant ce temps, au centre, Attila mena personnellement la charge de sa cavalerie une contre les Alains. C'est là que se révéla le génie tactique du fléau de Dieu. Les Huns ne chargèrent pas en masse compacte, comme le faisaient les Romains ou les Germains. Ils se divisèrent en unités plus petites, qui attaquaient, reculaient et attaquaient à nouveau. Une technique connue sous le nom de tourbillon ou tactique d'essaim. Sous cette pression, les lignes alanes commencèrent à céder. Exactement ce qu'Aetius avait prévu. À mesure que les Alains reculaient, ils créèrent un entonnoir dans la ligne alliée. Attila, voyant ce qui semblait être une opportunité, ordonna de concentrer plus de force dans cette brèche apparente. Ses meilleurs guerriers Huns, suivis par des contingents gépides, se lancèrent dans l'ouverture. Mais au lieu de pénétrer dans l'arrière-garde ennemie, ils se retrouvèrent à entrer dans un piège. Aetius avait placé ses réserves, l'infanterie romaine lourde et les auxiliaires francs, précisément pour cette éventualité. Lorsque les Huns firent irruption dans l'entonnoir, ces forces fraîches les attaquèrent par les deux flancs. La célèbre mobilité Hun, leur plus grand avantage en terrain ouvert, devint un désavantage dans cet espace restreint où ils ne pouvaient pas manœuvrer librement. Pour la première fois de la campagne, les Huns se retrouvaient sur la défensive. Sur le flanc droit romain, le combat entre Wisigoths et Ostrogoths atteignait des niveaux de férocité légendaires. Ce n'étaient pas simplement deux forces ennemies, c'étaient des branches d'un même arbre germanique, avec des contes historiques en suspens. Les Wisigoths se battaient pour leur nouveau royaume en Aquitaine, les Ostrogoths pour se libérer du joug hun sous lequel ils vivaient soumis. Ce fut au milieu de ce chaos d'épées, de boucliers et de corps ensanglantés que se produisit le moment qui allait changer le cours de la bataille. Théodoric Ier, le vieux roi Wisigoth, chevauchait parmi ses guerriers,
les encourageant par des cris et des gestes. Dans un instant de confusion, il s'éloigna trop de sa garde personnelle. Un javelot ostrogothique. Certaines sources suggèrent qu'il fut lancé par Andag lui-même, dont le père avait été humilié par Théodoric des années auparavant, atteignit le roi au flanc, traversant son armure. Théodoric tomba de cheval, disparaissant sous les pieds de centaines de combattants. La nouvelle de sa chute se répandit comme un feu parmi les Wisigoths. Le roi était mort. Dans de nombreuses armées, la perte du chef suprême aurait déclenché la panique et la retraite. Pas chez les Wisigoths. La mort de Théodoric déchaîna une fureur de berserker parmi ses guerriers, surtout chez son fils, Torismond. Avec un rugissement de vengeance, les Wisigoths intensifièrent leur attaque, poussés non plus par la discipline, mais par une rage primordiale qui les rendait insensibles à la douleur ou à la peur. Sous cette pression surhumaine, la ligne ostrogoth commença à s'effondrer. Les mêmes guerriers qui avaient résisté à la poussée initiale reculaient maintenant en désordre, incapables de contenir l'avalanche wisigoth. Au centre, la situation des Huns se détériorait également. Piégés dans l'entonnoir créé par Aetius, ils subissaient des pertes massives sans pouvoir déployer leurs tactiques habituelles. Attila, voyant le danger imminent, ordonna une retraite vers le campement fortifié qu'il avait préparé auparavant. Cette barricade circulaire, faite de chariots, de selles et d'équipements de campagne, fournissait une dernière place forte défensive. Le soleil commençait à descendre à l'horizon lorsque les forces alliées convergèrent sur le camp Hun. Les Wisigoths, ayant brisé la résistance ostrogoth, attaquèrent par le sud. Les légions romaines et les Francs, après avoir repoussé les Gépides, pressaient par le nord. L'étau se refermait autour du fléau de Dieu. À l'intérieur du camp, Attila prépara un geste final de défi. Selon Jordanès, il ordonna de construire un immense bûcher avec des selles. Si les défenses cédaient, il s'y immolerait, refusant à ses ennemis la satisfaction de le capturer vivant. Une fin dramatique pour une vie épique. Mais le destin, ou peut-être le calcul froid d'Aetius, intervint. Alors que la victoire totale semblait à la portée de la coalition romano-wisigoth, Aetius prit une décision surprenante. Il ordonna d'arrêter l'assaut sur le camp Hun. La bataille avait été gagnée, l'armée d'Attila décimée. Mais le général romain ne cherchait pas l'anéantissement complet des Huns. Pourquoi? Parce qu'Aetius, maître de la réale politique, comprenait qu'un Attila affaibli mais vivant était plus utile qu'un vide de pouvoir en Europe orientale. Sans les Huns comme menace, les Wisigoths, dont le nouveau roi, Torismond, brûlait d'envie de venger complètement son père, n'auraient aucune raison de maintenir leur alliance avec Rome. Ils pourraient tourner leurs ambitions vers le sud, menaçant l'Italie elle-même. Mieux valait maintenir un équilibre de la terreur, où Huns et Wisigoths se surveillaient mutuellement, avec Rome comme arbitre nécessaire. La nuit tomba sur un champ de bataille jonché de cadavres. Les chroniques parlent de ruisseaux transformés en torrents de sang et de montagnes d'ossements qui resteraient comme un témoignage muet du carnage. Les chiffres des pertes varient énormément selon les sources, allant de 165 000, clairement exagérées, à des estimations modernes plus conservatrices de 15 000 à 30 000 morts dans les deux camps. Quel que fût le nombre exact, une chose était certaine, l'Europe occidentale n'avait pas vu et ne reverrait pas un tel bain de sang en une seule journée avant l'ère des guerres industrialisées, 15 siècles plus tard. Cette nuit-là, sous un ciel étrangement dégagé, les survivants racontèrent une histoire extraordinaire. Ils affirmèrent que les esprits des morts continuaient la bataille dans les cieux, leurs spectres s'entrechoquant parmi les étoiles avec la même ferveur qu'ils avaient montrée de leur vivant. Un mythe né du traumatisme collectif, ou peut-être un phénomène atmosphérique réel interprété par des esprits sous le choc de l'horreur témoignée. À l'aube suivante, les Alliés découvrirent qu'Attila et les restes de son armée avaient disparu, se retirant sous le manteau de l'obscurité vers le Rhin. Le fléau de Dieu avait été arrêté, mais non détruit. La bataille des champs cataloniques était terminée.
L'aube après la bataille révéla un paysage transformé par l'horreur. Là où s'étendaient autrefois des champs verts, reposait maintenant un tapis de cadavres qui s'étendait à perte de vue. Hommes et chevaux, Romains et Huns, Wisigoths et Ostrogoths, tous égalisés dans la démocratie définitive de la mort. Les corbeaux et les loups furent les premiers à arriver, suivis par des bandes de pillards locaux qui dépouillaient les morts de tout objet de valeur. Les paysans de la région, qui avaient fui à l'arrivée des armées, revenaient maintenant pour contempler avec effroi le carnage qui avait eu lieu sur leurs terres. Pour les vainqueurs, la victoire apporta plus de complications que de célébrations. Le nouveau roi wisigoth, Torismond, proclamé sur le champ de bataille même à côté du cadavre de son père, brûlait d'envie de poursuivre Attila et d'achever sa destruction. La vengeance filiale n'exigeait rien de moins que la tête du fléau de Dieu. Mais Aetius, faisant une fois de plus preuve de son astuce politique, intervint. Profitant d'une audience privée avec le jeune roi, il sema dans son esprit la graine d'une autre préoccupation. Que se passerait-il à Toulouse, la capitale wisigothe, pendant que Torismond poursuivrait les Huns? Ses frères, ambitieux et opportunistes, ne pourraient-ils pas profiter de son absence pour usurper le trône fraîchement hérité? L'argument fit mouche. Torismond, partagé entre le devoir de venger son père et la nécessité d'assurer sa position, opta pour le second. Les Wisigoths levèrent le camp et marchèrent vers le sud, abandonnant la coalition. C'était exactement ce qu'Aetius avait prévu. Sans les Wisigoths, il n'avait pas assez de force pour poursuivre Attila, ni l'intention de le faire. L'équilibre des pouvoirs qu'il avait si soigneusement construit exigeait un Attila affaibli, mais vivant. Un contrepoids nécessaire face au royaume germanique de plus en plus puissant. Cette décision fut-elle un coup de génie stratégique ou une erreur tragique? L'histoire n'offre pas de verdict simple. Ce qui est incontestable, c'est qu'Attila, bien que vaincu, survécut pour se battre un autre jour. Durant les semaines suivantes, l'armée une se retira en ordre vers le Rhin, pillant sur son passage toute colonie non protégée. Ce n'était plus l'avancée imparable qu'elle avait été, mais la retraite d'une bête blessée, mais toujours mortelle. Attila avait perdu peut-être un tiers de ses forces, y compris beaucoup de ses guerriers Huns d'élite, irremplaçables dans une société où l'habileté martiale était cultivée depuis l'enfance. Plus grave encore que les pertes matérielles fut le dommage au mythe d'invincibilité qu'Attila avait soigneusement construit. Pour la première fois, le fléau de Dieu avait été arrêté. La nouvelle se répandit à travers l'Europe comme un feu de prairie, donnant de l'espoir à des peuples qui avaient vécu sous l'ombre de la terreur une. Pour Rome, la victoire eut un goût aigre-doux. L'avancée d'Attila avait été freinée, mais à un coût terrible. Les légions occidentales, déjà peu nombreuses après des décennies de guerres civiles et externes, avaient subi des pertes importantes de troupes vétéranes. Des pertes que, contrairement aux Huns ou aux Wisigoths, Rome ne pouvait pas facilement reconstituer en raison de sa base démographique et fiscale décroissante. Aetius revint à Ravenne, la capitale effective de l'Empire occidental, depuis que Rome avait été pillée par les Wisigoths en 410, comme le sauveur de la civilisation. Il fut acclamé par le Sénat et reçut les honneurs de l'empereur Valentinien III, le même qui, des années plus tard, consumé par la jalousie face au pouvoir de son général, l'assassinerait de ses propres mains lors d'une audience. Quant au champ catalonique, le lieu même de la bataille acquit une dimension presque mythique. Pendant des générations, les habitants de la région rapportèrent des phénomènes étranges, des lumières inexplicables qui dansaient sur l'ancien champ de bataille, des bruits de combat qui surgissaient de nulle part les nuits sans vent, des sensations de présences invisibles, observant les voyageurs qui osaient traverser la plaine après la tombée de la nuit. Ces histoires, recueillies par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, sont probablement des élaborations folkloriques, des manifestations du besoin humain de traiter des événements traumatisants à travers le mythe. Mais elles reflètent la profonde empreinte que la bataille laissa sur la psyché collective. La bataille des champs cataloniques
ne fut pas seulement un affrontement militaire, mais un choc de monde. Le sédentaire contre le nomade, le chrétien contre le païen, l'ordre romain contre le chaos des steppes. Il n'est pas étonnant que, dans l'imagination médiévale, elle se soit transformée en une lutte quasi cosmique entre la lumière et les ténèbres. Mais comme il arrive souvent, la réalité était plus complexe que le mythe. Et pour comprendre le véritable héritage de ce jour sanglant de juin 451, nous devons regarder au-delà, vers les événements qui suivirent et qui scelleraient le destin d'Attila, ainsi que celui du monde romain. La défaite au champ catalonique ne brisa pas l'esprit d'Attila. Tel un animal blessé qui devient plus dangereux, le fléau de Dieu revint l'année suivante avec une ferveur renouvelée, mais changea d'objectif. Cette fois, son regard se posa directement sur l'Italie, le cœur de l'Empire romain d'Occident agonisant. Au printemps 452, les Huns traversèrent les Alpes. Aquilée, l'une des villes les plus fortifiées du nord de l'Italie, tomba après un siège féroce, étant si complètement rasée que, selon la légende, ses habitants survivants fondèrent Venise dans les lagunes voisines, cherchant un refuge où les cavaliers Huns ne pourraient pas les atteindre. Milan, Pavie, Vérone. L'une après l'autre, les villes du nord de l'Italie succombèrent. Le chemin vers Rome était ouvert, et la panique se répandit dans la ville éternelle. L'empereur Valentinien III s'enfuit vers la sécurité relative de Ravenne, laissant son peuple à la merci de l'envahisseur. Ce fut alors que se produisit l'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire. Le pape Léon Ier, connu plus tard sous le nom de Le Grand, se rendit personnellement à cheval jusqu'au campement d'Attila sur les rives du fleuve Mincio. Les chroniques médiévales, ornées d'éléments surnaturels, racontent que pendant que le pontife parlait, Attila vit au-dessus de sa tête les figures spectrales des apôtres Pierre et Paul, le menaçant d'épées dégainées. La réalité fut probablement plus prosaïque, mais non moins fascinante. Attila, pragmatique comme toujours, faisait face à de multiples défis. Ses troupes souffraient de maladies dans le climat italien auquel elles n'étaient pas habituées. Ses lignes de ravitaillement s'étiraient dangereusement, et l'Empire oriental, sous Marcien, avait envoyé des forces sur ses territoires danubiens, menaçant son arrière-garde. L'intervention du pape offrait une issue honorable à une situation de plus en plus compliquée. Que ce soit pour des raisons divines ou stratégiques, Attila se retira d'Italie, promettant de revenir. Mais le destin en avait décidé autrement. En 453, quelques mois seulement après son retour dans les plaines hongroises, Attila prit une nouvelle épouse, une jeune germanique nommée Ildiko. La nuit de noces, après des célébrations excessives, le fléau de Dieu mourut. Les sources suggèrent une hémorragie nasale pendant son sommeil, peut-être la conséquence d'années d'excès d'alcool, bien que les théories d'empoisonnement n'aient jamais été écartées. Avec la mort d'Attila, l'Empire Hun se désintégra avec une rapidité étonnante. Ses fils, incapables de maintenir l'unité forgée par leur père, s'affrontèrent pour le pouvoir. Les peuples soumis, menés par les Gépides et les Ostrogoths, se rebellèrent lors de la bataille de la Nedao, 454, secouant définitivement le joug Hun. En moins d'une décennie, les Huns passèrent du statut de terreur de l'Europe à celui de peuple dispersé, absorbés par d'autres tribus ou repoussés vers les steppes orientales d'où ils étaient venus. Un rappel de la fragilité des empires, même les plus redoutés, lorsqu'ils dépendent exclusivement du génie d'un seul homme. Pour Rome, la victoire au champ catalaunique se révéla également éphémère. Le véritable vainqueur de ce jour-là, Flavius Aetius, ne jouirait pas longtemps de son triomphe. En septembre 454, lors d'une audience avec l'empereur Valentinien III à Ravenne, Aetius fut assassiné par l'empereur lui-même, qui, incité par l'eunuque Héraclius, craignait le pouvoir croissant de son général. Selon Procope, tandis qu'Aetius était mourant, un courtisan osa commenter à l'empereur « Vous avez coupé votre main droite avec votre main gauche ». Terrible prophétie qui se réaliserait quelques mois plus tard, lorsque Valentinien serait assassiné par 2 gardes barbares loyaux à Aetius,
laissant l'Empire sans leadership effectif. Rome avait perdu son dernier grand défenseur. Au cours des décennies suivantes, l'Empire occidental s'effondrerait complètement. Le dernier empereur, Romulus Augustule, serait déposé en 476 par Odoacre, un chef germanique. Ironiquement, beaucoup des royaumes qui s'établirent sur les ruines romaines furent fondés par les mêmes peuples qui avaient combattu aux côtés d'Aetius contre Attila. Wisigoths en Hispanie, Francs en Gaule, Saxons en Bretagne. La bataille des champs catalauniques est souvent présentée comme un moment décisif qui sauva la civilisation occidentale de la barbarie une. Mais vue dans une perspective historique, elle apparaît plutôt comme le dernier râle d'un monde mourant et l'accouchement douloureux d'un nouveau. Ce ne fut pas la victoire qui préserva la civilisation romaine, mais la synthèse culturelle qui en émergea par la suite, lorsque les éléments romains et germaniques fusionnèrent pour créer l'Europe médiévale. Et qu'en est-il de cette plaine sanglante où des centaines, peut-être des milliers d'hommes donnèrent leur vie? Aujourd'hui, les champs cataloniques sont des terres agricoles paisibles dans la région de Champagne, en France. Aucun monument grandiose ne marque l'endroit exact de la bataille. Sa localisation précise reste un sujet de débat académique. Mais chaque fois qu'un orage traverse ces plaines et que les éclairs illuminent l'horizon, les habitants se souviennent encore de l'ancienne légende. Ce sont les esprits des Romains et des Huns, des Wisigoths et des Ostrogoths, qui continuent leur combat éternel dans les cieux, revivant perpétuellement ce jour de juin 451 où le tonnerre des steppes fut finalement réduit au silence. L'histoire d'Attila, d'Aetius et de la bataille des champs cataloniques est bien plus qu'un récit de conflits anciens. C'est un miroir où nous pouvons contempler les dynamiques complexes qui ont façonné la civilisation humaine à travers les siècles et qui restent pertinentes à notre propre époque. Attila représente la figure archétypale du conquérant nomade qui, depuis les profondeurs de l'Asie, a fait irruption périodiquement dans le monde sédentaire, apportant destruction, mais aussi renouveau. Avant lui vinrent les Scythes et les Cimmériens. Après viendraient les Avars, les Bulgares, les Magyars et plus tard, les Mongols sous Gengis Khan. Chacune de ces vagues a obligé l'Europe à se réinventer, à s'adapter ou à périr. L'Empire Hun, construit exclusivement sur le génie militaire et le charisme d'un seul homme, nous rappelle la fragilité des systèmes qui dépendent de chefs exceptionnels. À la mort d'Attila, sa création s'effondra avec une rapidité stupéfiante, dépourvue des institutions et de l'identité culturelle partagée qui donne de la cohésion aux civilisations durables. En revanche, Rome nous montre que même les systèmes les plus sophistiqués et institutionnalisés peuvent s'effondrer lorsque les contradictions internes atteignent un point critique. L'Empire romain d'Occident du vieux siècle était une entité politique qui avait perdu la capacité d'évoluer, piégée entre des structures obsolètes et de nouvelles réalités qu'elle ne pouvait assimiler. Aetius, le dernier grand Romain, incarne la tragédie de l'individu exceptionnel qui tente d'arrêter des forces historiques qui le dépassent. Son brio militaire et diplomatique ne put que retarder l'inévitable. Même ses victoires ne purent le sauver de la mesquinerie d'un système politique qui craignait davantage le talent de ses propres généraux que les ennemis extérieurs. La bataille elle-même nous enseigne que l'histoire offre rarement des points de basculement nets où tout change soudainement. Les champs cataloniques n'ont pas sauvé la civilisation occidentale, comme le suggèrent les récits simplistes. Ils ont fait partie d'un processus beaucoup plus graduel et complexe de transformation, où des éléments de continuité ont coexisté avec des changements profonds. Le monde qui émergea après la chute de Rome et la désintégration de l'Empire Hun ne fut ni purement romain, ni purement germanique, mais une nouvelle synthèse. Les royaumes barbares qui s'établirent sur les ruines impériales adoptèrent le christianisme, le droit romain, l'administration et la culture latine, les adaptant à leurs propres besoins et traditions. De cette fusion naîtrait, lentement, l'Europe médiévale. Et que se serait-il passé si Attila avait gagné? Certains historiens suggèrent qu'un triomphe aurait accéléré l'effondrement romain, mais n'aurait guère changé le résultat final.
Les Huns manquaient de l'appareil administratif et de l'expérience nécessaire pour gouverner de vastes territoires à long terme. Comme le démontrerait leur rapide désintégration après la mort d'Attila, leur empire était davantage une confédération prédatrice qu'une alternative viable à l'ordre romain. D'autres soutiennent que la victoire Hun aurait signifié un recul culturel significatif, la destruction de bibliothèques, de monuments et de connaissances accumulées pendant des siècles. Peut-être. Mais l'histoire nous enseigne que même les conquérants les plus féroces finissent souvent par être conquis, à leur tour, par la culture des conquis. Les Mongols qui ravagèrent le Bagdad en 1258 finiraient par devenir les défenseurs et les mécènes de la civilisation islamique. La réalité est que l'histoire ne se construit pas sur des « et si », mais sur ce qui s'est effectivement passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Romains et Huns, ces deux forces antithétiques, se sont éteints presque simultanément, laissant la place à un nouvel ordre, où les anciens barbares fédérés, Wisigoths, Francs, Ostrogoths, prendraient le devant de la scène. S'il y a une dernière leçon à tirer de cette histoire, c'est celle de la transformation constante. Les empires qui semblent éternels s'écroulent. Les menaces qui semblent apocalyptiques s'évanouissent. Les victoires les plus glorieuses s'avèrent éphémères. Seul le changement demeure. Aujourd'hui, lorsque nous contemplons nos propres défis mondiaux, changement climatique, migration massive, transformation technologique vertigineuse, nous pourrions trouver un certain réconfort dans cette perspective. Les civilisations ne s'effondrent généralement pas soudainement. Elles se transforment, s'adaptant à de nouvelles réalités, même si le processus est douloureux et désorientant pour ceux qui le vivent. Le tonnerre des steppes que représentait Attila ne fut, en fin de compte, qu'un épisode de la longue et mouvementée marche de l'humanité. Un épisode dramatique, sanglant et fascinant, mais finalement intégré dans des courants historiques plus larges et plus profonds. Cette plaine française où Romains, Huns, Wisigoths et Ostrogoths ont versé leur sang il y a plus de 1500 ans nous rappelle la fragilité de tout ce que nous construisons, mais aussi l'étonnante résilience de la civilisation humaine, capable de renaître même de ses cendres les plus dévastatrices. Si ce récit d'ambition, d'honneur, de trahison et de courage vous a fasciné autant que nous, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. L'histoire est pleine de moments tout aussi dramatiques qui n'attendent que d'être racontés, de leçons qui résonnent encore à travers les siècles. Car le passé, comme disait Faulkner, n'est jamais mort, il n'est même pas passé.